Ok, donc là on s'approche gentiment de la forteresse. On essaie de pas faire trop de bruit parce qu'on a peur qu'il y ait du monde. Allez, on continue. Ma région natale, la Bretagne, a longtemps été un état indépendant, jusqu'à son rattachement à la France en 1532. Au fil du temps, elle est devenue une véritable terre d'histoire et de mystère. Et pour moi, mon nouveau terrain de jeu. Aujourd'hui, c'est en pleine forêt que je vous retrouve, pour vous raconter un nouveau pan de son histoire. Nous allons pour cela remonter le temps de quelques siècles, sur les traces d'une ancienne forteresse médiévale, chargée d'histoire et de souvenirs. Alors entre bataille, prisonnier royal, souterrain secret et même apparition de fantômes, bienvenue dans l'exploration du mystérieux donjon. Ça y est, on y est. La veille d'une nouvelle aventure. Prêt à découvrir de nouvelles choses. Ce sentiment d'excitation que l'on ressent tous avant une échéance. Et ce petit moment d'adrénaline, juste avant de partir dans l'inconnu. Pour nous, cet inconnu est de trouver le chemin pour arriver jusqu'à une ancienne forteresse médiévale. Mais je remarque que je vous ai toujours pas présenté mes partenaires du jour. Alors le rocker assis dans le canapé, c'est Clément, et celui qui peaufine les derniers détails, c'est Maxime. Vous avez déjà pu les croiser dans ma vidéo sur le tour du Mont Blanc. Mais n'oublions pas aussi PE, un ancien pote étudiant, toujours là dans les bons coups. Du coup, entre deux petites bières, l'heure est au préparatif. Mission du soir, repérer une entrée discrète pour essayer de ne croiser personne. Une barrière devant l'autre barrière, il ferme en deux, il a pas à escalader, ça va être compliqué. Après avoir analysé le lieu de fond en comble sur Google Maps, on remarque une petite entrée dans les bois qui nous paraît jouable. On attendra donc le lendemain en étant directement sur place pour voir ça de plus près. Et justement, nous y voilà au lendemain. Action! Nous enfilons alors nos chaussures de rando et caméra au point, nous partons en direction de cette forteresse. Ah Maxime, t'as pris les mêmes pompes que pour le TMB? Ouais. Pourquoi? Non, pour ça, je la reconnais. Tu la reconnais? Ouais. Genre... Mais avant d'y arriver, il faut qu'on arrive à trouver l'entrée repérée la veille. Alors on vient d'arriver à côté de la forteresse, on va essayer de passer par les bois. Petit repérage en drone. Petit repérage en drone effectivement. Ah oui d'accord, t'es là. Quel acteur, mais lui dès qu'il y a une caméra il devient un autre. Ah, Faut que j'aille voir sur Maps.me là où on est. Au moment il va falloir qu'on tourne. Hein. Ouais. Oui, il y a une barre, ouais. Non, il va falloir qu'on tourne un moment hein, les gars. Je pense. Voilà, on peut y aller. Hein. Fais Ouais. du tour, j'ai eu un chemin. Donc là on est actuellement en train de chercher un chemin. A priori PE, avec ses yeux de lynx, on a repéré un. J'ai hâte de voir le chemin. J'ai hâte. Et oui, on a tous hâte d'y arriver. En attendant, si vous le voulez bien, laissez-moi vous raconter son histoire. Nous allons pour cela remonter le temps de plusieurs années, de plusieurs siècles. Tout commence à l'année 1020 où un premier château est bâti pour faire face aux attaques des Normands. Et oui, toujours eux. Voici une photo du château à l'époque de sa construction. Ensuite, entre le XIIIe et le XVe siècle, le château laisse place à une véritable forteresse, celle que nous allons visiter aujourd'hui. Elle était constituée d'un donjon de 45 mètres de haut, faisant de lui d'ailleurs l'un des plus hauts donjons de France, d'une tour de 5 étages destinée à l'habitation, d'une chapelle, d'un châtelet marquant l'entrée du domaine et était entouré d'un étang formant autour du mur d'enceinte d'anciennes douves. Mais l'histoire de cette forteresse débute réellement lorsqu'arrive en Bretagne la guerre de succession. Et là vous allez sûrement me dire c'est quoi la guerre de succession ? Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Alors ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Pour vous remettre dans le contexte, en 1341, le duc Jean III de Bretagne meurt sans héritier direct et sans avoir désigné son successeur. Deux prétendants revendiquent alors le trône. D'un côté sa nièce, Jeanne de Penthièvre, mariée avec Charles de Blois, et de l'autre son demi-frère, Jean de Montfort. Une guerre civile éclate alors en Bretagne. Une guerre qui va durer 23 ans. Les deux parties se disputent alors le trône de Bretagne ainsi que le château.
Le dénouement a lieu avec la bataille d'Auray en 1364 qui se solde par la mort de Charles de Blois et la victoire de Jean de Montfort qui devient alors duc de Bretagne. Si vous vous rappelez, on parlait déjà de ce monsieur dans ma dernière vidéo. Puis au fil des années, par héritage et par alliance, la forteresse arrive aux mains de la famille des Rieux et à Jean IV de Rieux. Et oui, on est d'accord, ça commence à faire beaucoup de gens. Ouais, c'est pas faux. Mais figurez-vous que ce Jean-là a été un sacré personnage. Entre 1474 et 1476, il fit un prisonnier célèbre dans ce donjon, le duc de Richmond, j'ai nommé Henri Tudor, alias le futur roi d'Angleterre Henri VII. Mais prisonnier, c'est un bien grand mot, car le petit Henri, alors âgé de 17 ans à l'époque, a surtout trouvé refuge en Bretagne car il était en danger sur le sol anglais. Encore une histoire de guerre d'héritiers. Il a donc été mis à l'abri par les Bretons dans ce château pendant 18 mois par crainte d'une attaque anglaise, avant de rentrer en Angleterre pour être couronné roi sous le nom d'Henri VII. On peut donc dire que la Bretagne et cette forteresse ont joué un rôle, même minime, dans l'histoire de la royauté anglaise. L'histoire raconte même que Henri VII reste le dernier souverain d'Europe à avoir parlé le breton. Il est aussi le fondateur des Tudors, la fameuse dynastie royale anglaise. 15 ans plus tard, en 1490, le roi de France Charles VIII démantèle le château, et l'histoire de celui-ci aurait pu alors s'arrêter là. Mais heureusement, cette forteresse va connaître une renaissance. Pour comprendre cela, retour à notre Jean IV de Rieux, toujours lui, car en plus de l'histoire du prisonnier anglais, il a aussi été le tuteur de la duchesse Anne de Bretagne à la mort de son père François II, à l'heure actuelle duc de Bretagne. Et figurez-vous qu'en grandissant, la duchesse de Bretagne est devenue reine de France, grâce à son mariage avec le roi Charles VIII. Elle fit alors en sorte de restaurer la forteresse, sûrement pour son côté nostalgique et aussi pour rendre hommage à son ancien tuteur. C'est fou de se dire qu'on va alors explorer un lieu qui n'aurait jamais pu avoir une seconde vie, sans l'abnégation et la prise de position de notre duchesse de Bretagne vis-à-vis du roi de France. Un vrai caractère trempé, qui définit encore les Bretons aujourd'hui. Je pense qu'elle mérite bien d'avoir son portrait sur nos bières bretonnes. Mais reprenons l'exploration, car nous avons trouvé la fameuse entrée. On regarde à gauche, puis à droite. C'est parti. Personne à gauche. Et c'est avec toute cette histoire en tête que nous entrons dans le bois en direction du château. Alors on a commencé à arriver par l'autre entrée en fait. On s'est garé à côté d'une carrière. On essaie de pas faire trop de bruit parce qu'on a peur qu'il y ait du monde. Il est sous de ma gueule parce que je suis en train de vlogger. Enfin bref, je tais. Bon, on arrive tout proche du lac, je commence à voir le donjon. Waouh, regardez ça. En 1656, 2 siècles se sont écoulés depuis les aventures d'Anne de Bretagne, et le château est depuis abandonné, sans explication. Il est alors racheté par un puissant homme politique, le surintendant du roi Louis XIV, Nicolas Fouquet. Il posséda la forteresse pendant plus de 30 ans, jusqu'à sa mort. Le château est alors vendu à la famille Trémeruc, et depuis plus de 300 ans, il se transmet de génération en génération, avec l'ambition de tenir à flot ce qui reste de ce beau monument. Je profite alors de ce moment devant cette magnifique forteresse pour lancer le drone dans le ciel et admirer alors ce spectacle d'histoire qui s'offre à nous aujourd'hui. D'après la légende, il se dirait que les fantômes des anciens propriétaires
apparaîtrait le soir venu, pour festoyer dans le donjon. Alors simple légende ou réalité? Bon, dans tous les cas, nous, on est en plein milieu de l'après-midi, donc normalement, on devrait pas croiser la trace de Casper et ses amis. Mais restons prudents. On continue alors d'avancer en direction de l'entrée. Excuse-moi Clément, excuse-moi, je t'ai marché sur le pied. Ouais, on voit, ouais, ils ont rénové un peu sans faire plus quoi. Ouais. Ils ont stabilisé quoi, les ruines. Ouais. Sur notre route, on distingue les vestiges d'une ancienne chapelle que je décide d'aller voir. Oh, il court le furet. Seul un pan de mur subsiste encore aujourd'hui, où les rayons du soleil viennent frapper l'ancienne fenêtre gothique. Donc là, ouais, voilà, tout ce qui reste, tout ce qui reste de la chapelle. Et maintenant, on va rentrer dans le donjon, clairement. Nous arrivons ensuite devant le pont-levis. 2 tours rondes apparaissent derrière le mur d'entrée, aux couleurs du blason de la famille Rieu. Putain, j'avoue que le plan est pas Attendez, mal. je vais me foutre derrière là. Un peu plus côté là-bas. Voilà. Cache-toi. On est actuellement en train de faire une photo. Voilà, t'as le retour. Alors P, tu vois des trucs intéressants? Très intéressant, donc en fait on va passer par le châtelet, cuisine du château, avec les moussettes qui... Les moussettes. Les moussettes. Tu sais ce que c'est une moussette? Oui, Je connaissais pas. non, c'est pas un... Ok Maxime. C'est pas du tout un objet. T'as les mousses et t'as les moussettes, la petite... Oui, c'est comme... Oui. La petite de Oui, l'émousse. voilà, ouais, c'est comme un bol, une bolinette quoi. Ouais. Un bol. Une bolinette. C'est un petit bol. Une bolinette. Pour ceux qui ont la ref. Sur notre droite, difficile d'imaginer qu'au milieu de ces vieilles pierres se dressait la cuisine avec au-dessus la salle des banquets. Nous entrons alors dans le donjon octogonal. Avec ses murs de 6 à 9 mètres d'épaisseur, cette tour était composée de 25 pièces, 24 cheminées, réparties sur 8 niveaux et avec 1000 mètres carrés habitables. Alors, on est actuellement à l'intérieur du donjon, une ancienne prison. C'est super beau. T'as des inscriptions sur des lettres. Selon les archives retrouvées en 1481, 8 niveaux étaient détaillés de la manière suivante. La salle basse pour les gardes, le niveau 1 pour madame et le niveau 2 pour monsieur. Le 3e niveau était réservé à une chapelle et le 4e niveau aux enfants. Les derniers niveaux du donjon servaient de chemin de ronde et de comble. Chacun disposait d'une salle, d'une chambre et de latrines. La dernière, c'est celle-là. C'est quoi? C'est les latrines. Et là je suis sûr que vous êtes en train de vous demander c'est quoi une latrine. J'étais aussi dans le même cas que vous avant d'aller voir sur Wikipédia. Une latrine est un endroit aménagé de telle sorte qu'un être humain puisse s'y soulager de ses déjections corporelles. Je pense que vous avez capté. C'est tout simplement l'ancêtre des toilettes modernes. Sur ces belles paroles, nous partons ensuite grimper les 177 marches du grand escalier à vis. Nous passons alors d'un étage à l'autre, avec toujours la vue sur le cœur de l'édifice, maintenant gardé par quelques pigeons.
À mesure que nous grimpons les 177 marches de cet escalier, le vertige se fait de plus en plus ressentir, surtout lorsque nous passons la tête au-dessus des garde-corps. Ça fout les boules. Ouais, fais gaffe Maxime quand même. Ça bouge un peu. Non, je parle. Non, fais gaffe quand même. C'est sûr. Regarde Pierre, mais... Ouais, je vais juste aller pour mes abonnés. Vraiment, les risques que je prends. Oh la vache. En plus, vous savez que je déteste le vertige. Ouais, non, franchement, ça fout les boules. Clairement. Ouais, clairement, pas bien du tout le petit Pierrot. Pas bien du tout. On redescend de la tour. Je fais gaffe à pas me casser la gueule quand même. Allez, je quitte parce que là, je vais me casser la gueule. Pendant la descente, je vous propose de remonter le temps une dernière fois, pour nous retrouver au 19e siècle. À cette période, il était encore question de détruire la forteresse, vu son état de délabrement. Mais finalement, le château est sauvé une nouvelle fois de la démolition, par cette fois Prosper Mérimée, qui le fait classer au monument historique en 1862. Dernièrement, le site a commencé à entreprendre sa restauration. Et le donjon a même servi de décor pour le tournage de films historiques, dont Lancelot du Lac en 1974. Dans les années 1980, le site devient un lieu de spectacle de son et lumière organisé en été. Les spectateurs prenaient alors place dans des gradins situés en face du lac et pouvaient contempler l'embrasement des deux tours au cours de la reconstitution de contes et de légendes bretonnes. Malheureusement, faute d'argent, ces spectacles cessèrent au milieu des années 1990. Aujourd'hui, cette forteresse chargée d'histoire n'a pas fini de nous surprendre. Et elle nous réserve une dernière énigme. Celle-ci résiderait dans la construction d'un mystérieux souterrain créé dans le but de quitter le château en urgence lors d'une attaque. Selon la légende, il partirait du donjon pour rejoindre la ville 3 km plus loin, mais son entrée n'a jamais été localisée. Un jour peut-être, elle nous livrera son ultime secret. En attendant, après un dernier tour de l'étang et le crépuscule approchant, nous décidons de rentrer et de laisser la forteresse et ses fantômes festoyer en paix dans le mystérieux donjon. Bon les amis, sur ces belles paroles, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis je vous laisse avec des super belles images qui résument un peu cette vidéo. Allez, peace!